Bien, je vous propose de corriger le sujet du baccalauréat 2024 qui est tombé en Polynésie le jour 1, donc relatif à la lunette astronomique. Donc dans un premier temps, on peut voir qu'il y a toute une partie de texte qu'on va essayer de lire qu'une seule fois, afin d'extraire les données importantes qu'il contient. Donc on voit que dans un premier temps, il n'y a aucune donnée intéressante à extraire, c'est du texte. L'élève de terminale est intéressé par l'astronomie, elle rêve de pouvoir observer, j'arrive pas bien à lire, le ciel par ses propres moyens. Pour cela, elle souhaite s'acheter une lunette astronomique qui lui permettra d'observer la Lune, le Soleil, par projection, parce qu'il ne faut jamais le regarder directement, et les planètes du système solaire. Elle a un budget limité, elle pourra s'offrir qu'une lunette de premier prix. Ayant étudié les principes de la lunette astronomique, elle souhaite vérifier si ses connaissances lui permettront d'observer la tache rouge de Jupiter. Donc le but de l'exercice, c'est de procéder à la vérification et à la détermination, donc de savoir si cette tache rouge sera visible avec le plus faible grossissement. Donc c'est là qu'interviennent les données chiffrées. Dans un premier temps, cet élève veut vérifier les grossissements x30 et x150. Oui, c'est bien ça. Donc on va les appeler donc G1 et G2. Donc 30 et 150. La distance focale f'1 vaut 60 cm. Le diamètre de l'objectif vaut 50 mm. x30 x 150. La masse tête, bon, on s'en servira pas. 1 kg. On nous livre donc un trépied, 2 oculaires de distance focale f'2 égale 4 mm ou en version 2, 20 mm. Donc là déjà on peut voir que les unités ne correspondent pas. Comme on va avoir un rapport de distance focale à effectuer à un moment ou un autre, il serait judicieux d'exprimer soit ça en centimètres, soit ça en millimètres. Donc on va regarder le centimètre. Donc ça fait 4 fois 10 puissance moins 1 centimètre. Et là ça fait 2 fois 10 puissance 0 centimètre. Donc déjà là on voit qu'on est sur... alors là on est sur un chiffre significatif. Là on n'a pas d'information. Donc on ne sait pas si la prochaine unité sera 30 ou 21. Moi je pense que c'est plutôt 21. Donc on va partir sur 2,0. 2,0 fois 10 puissance 0 cm. Donc on a 2 chiffres significatifs, là on en a 3. Donc ça voudra dire que quand on fera un calcul avec ces 2 grandeurs, le résultat pourra en comporter 2 ou mieux. On rappelle que pour les petits angles, dans le texte, qu'on assimile la tangente au sinus et à l'angle. Donc ça c'est important parce que dans les calculs des triangles rectangles, on pourra se servir des formules des tangentes, des sinus pour trouver la valeur de l'angle. Donc voilà, là on a fait l'extraction de données. On n'aura plus qu'à s'y référer dans la suite du problème pour résoudre les questions. Alors, question 1. La lunette astronomique est un système optique afocal. Donnez la signification du terme afocal. Donc un système optique est dit afocal si lorsqu'il reçoit des rayons provenant de l'infini, donc un objet situé à l'infini, il en donne une image dont les rayons vont former cette image, elle aussi, à l'infini. Donc l'infini donne l'infini. Ça veut dire que des rayons qui arrivent sur le système optique parallèles les uns aux autres vont émerger du système optique parallèles les uns aux autres, avec un angle différent de l'angle initial, bien évidemment, puisque c'est l'objectif de la lunette astronomique.
c'est d'opérer un grossissement. Donc voilà la définition d'un système afocal. Un système est afocal lorsque des rayons provenant de l'infini donnent à travers ce système optique, lunette astronomique, une image qui va être elle-même projetée à l'infini. Donc des rayons incidents parallèles émergent parallèles entre eux. Ça c'est la conséquence. Placez les termes objectifs et oculaires sur le schéma du document réponse. Alors on va regarder le document réponse. Donc on a deux lentilles nommées L1 et L2. La lentille L1 est celle qui est la plus proche de l'objet, donc par définition c'est l'objectif. Donc je referai un schéma à l'horizontale tout à l'heure. Et la lunette L2, c'est celle qui est la plus proche de l'œil, donc elle sera nommée oculaire. Tracez sur le schéma question 3 du document réponse le trajet des rayons arrivant de Jupiter comme considéré à l'infini. Donc sous-entendu, on vérifie bien que les rayons ici provenant de Jupiter sont parallèles les uns aux autres, formant un angle θ avec l'axe optique. Donc je vais redessiner le schéma. La question c'est donc tracer la marche de ces rayons lumineux au travers de la lunette astronomique. Alors là ici, on va utiliser une propriété des rayons remarquables, à savoir que les rayons qui proviennent de l'infini vont se couper dans le plan focal image de l'objectif. Donc le plan focal image de l'objectif, on va le tracer de façon fictive ici. Voilà. Donc avec un truc très léger. Et l'intersection du rayon qui passe par le centre optique de l'objectif avec ce plan focal image nous donne la position du foyer image secondaire, c'est-à-dire l'endroit où tous les rayons vont se couper, provenant donc de Jupiter, vont se couper. Donc là du coup, on a trouvé la marge du rayon rouge. Le rayon rouge va obligatoirement passer par le foyer image secondaire. Voilà. Alors je vais tracer deux flèches parce que je vais montrer donc que ce sont ces deux rayons-là dont on parle. Et là, du coup, on a trouvé la position de l'image intermédiaire, donc A1, B1. Donc on a A1 qui est confondu avec L'1 et L'2, et B1 qui est ici. Alors, dans cette situation, nous avons tracé la position de l'image intermédiaire, l'image donnée par l'objectif de Jupiter. Maintenant, cette image intermédiaire va servir d'objet pour l'oculaire et former donc l'image de cette image intermédiaire donc au travers de l'oculaire pour former l'image définitive. Alors là, donc, il y a plusieurs méthodes de construction. Je vais vous expliquer selon moi la plus simple. La plus simple, donc, c'est de dire que comme cet objet, comme cette image intermédiaire, pardon, va servir d'objet pour l'oculaire, on va donc tracer le rayon remarquable rouge pour l'oculaire, c'est-à-dire qui passe par B1 et O2, qui ne sera pas dévié. Et là, l'avantage de ce rayon-là, c'est qu'il nous donne directement l'angle θ'. Puisqu'effectivement, tous les rayons qui vont émerger de la lunette vont être parallèles entre eux, puisque par définition, c'est un système afocal. Donc on sait que tous les rayons vont être parallèles à ce rayon-là. Donc maintenant, du coup, vous n'avez plus qu'à prendre le rayon parallèle au premier qu'on vient de définir et le faire émerger de l'oculaire. Donc ça, c'est pour le rayon vert. Et pour le premier rayon rouge que l'on avait choisi au départ, on fait la même chose. Voilà. Alors vous le faites vraiment précisément avec une équerre et une règle. Moi j'ai pas ces outils-là. Donc je reprends
la construction. Donc on vous impose ces deux rayons-là. Le rayon vert est le rayon qui passe par le centre optique de l'objectif qui n'est pas dévié, donc il va arriver ici. La position de l'image intermédiaire va être déterminée par l'intersection de ce rayon avec le plan focal image de l'objectif. Ça nous donne le point B2 et donc par définition le point d'intersection de tous les rayons émergents arrivant parallèlement les uns par rapport aux autres devant l'objectif. Une fois qu'on a la position de l'image intermédiaire, on fait le rayon remarquable qui passe par B1 et O2, puisque cette fois-ci l'image intermédiaire va servir d'objet pour l'oculaire. Et ça va nous définir l'angle θ', c'est-à-dire l'angle d'émergence des rayons lumineux sortant de la lunette astronomique. Une fois qu'on a cette direction par rapport à l'axe optique, il ne nous reste plus qu'à tracer les rayons parallèles au premier du rayon rouge et du rayon vert précédemment tracés pour connaître leur marche en sortant de l'oculaire. Donc là, quand on positionnera l'œil ici, on aura bien l'impression que l'image provient de l'infini. Donc ce qui est très avantageux pour une observation, puisque vous le savez, c'est possiblement une question qu'on va nous poser. L'intérêt d'un système afocal, c'est de regarder des objets situés à l'infini, sans accommoder, donc sans que l'œil ne fatigue lors de l'observation. Donc ça, c'est pas la question qui est posée, mais c'est une information qu'il faut avoir en tête. Donc là, on vient de répondre à la question 3. Là, c'est maintenant sur la question 4, le schéma, l'angle θ' apparent de l'objet au travers de la lunette. Bon, là, on l'a naturellement fait lorsqu'on a fait le schéma. Question 5. Donner la définition du grossissement G de la lunette. Montrer que l'expression de G est égale à F'1 sur F'2. Alors, Q4 c'est fait, Q5. Donc on sait quoi? On sait que G, c'est θ' sur θ. Donc là, on va utiliser la propriété des petits angles dans les triangles rectangles et on va faire apparaître nos angles dans le fameux triangle rectangle qui nous intéresse. Le triangle rectangle qui nous intéresse, pour θ, c'est O1, F'1, B1. Et là, on voit qu'avec les angles alternes internes, θ1, on le retrouve ici. Alors, quelle est la formule qui va nous intéresser, le sinus ou la tangente? On regarde, le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, on ne la connaît pas. Par contre, la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Ça, on connaît, et ça, on a accès, on n'y a pas accès, donc on va voir que dans le calcul, ça va se simplifier. Donc, on va utiliser la tangente. Or, tangente θ est environ égale à θ, et tangente θ est égale à côté opposé, 1 B1, algébrique, divisé par O1 F'. Algébrique aussi. C'est pour ça qu'il faut orienter les angles toujours, on va les orienter toujours de l'axe optique vers le rayon. Comme ça, on verra bien qu'il y a des angles qui vont être comptés positivement et d'autres négativement. Donc O1 F'1, c'est F'. On fait la même chose dans le deuxième triangle rectangle, c'est-à-dire celui-ci, qui est ici. Je redessine θ' ici, et je vais donc écrire que θ' s'obtient en calculant la tangente. Et cette tangente, c'est égal au côté opposé, donc on est toujours sur A1 B1 algébrique, divisé par O2 F2. Donc O2 F2, c'est moins F'2. Du coup, quand j'applique la formule du grossissement, ça me donne 1 à B1 divisé par moins F'2 divisé par 1 à B1 sur F'1. Les 1 à B1 se simplifient. Le F'1 passe au numérateur, le F'2 au dénominateur, avec un moins devant. Soit
G égale F'1 sur F'2 en valeur absolue. Donc on a redémontré ce qui nous a été demandé et vérifié que les grossissements annoncés par les fabricants sont corrects. Donc G1 c'est égal à F'1 sur F'2 quand F'1, donc on regarde nos données, vaut 60, divisé par la première valeur de la distance focale, 4 fois 10 puissance moins 1, et le deuxième calcul, c'est divisé par 2 puissance 2,0. Et là, du coup, on vérifie bien qu'on obtient 30 et 150. Donc les valeurs proposées par le constructeur. Alors un petit peu de texte. La planète Jupiter est une planète gazeuse qui présente à sa surface un système de bandes de nuages clairs et sombres, mais surtout une grosse tache rouge, un ouragan gigantesque qui souffle depuis au moins 5 siècles, date de sa première observation. Donc on nous montre la grosse tache rouge ici. Jupiter peut être en conjonction ou en opposition avec la Terre. Donc on nous fait voir un petit schéma pour nous expliquer ce que c'est que la conjonction et l'opposition. Donc la conjonction, c'est quand Jupiter est de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre, et l'opposition, c'est quand les deux astres sont du même côté par rapport au Soleil. On nous donne deux informations supplémentaires qu'on va rajouter dans nos données, la distance Terre-Soleil et la distance Jupiter-Soleil. Donc elle s'exprime de la manière suivante, et 7,8. Alors, je vous ai toujours dit qu'il fallait obligatoirement, quand on fait de l'extraction de données, les convertir aux besoins. Et là, c'est le cas, puisque les distances s'expriment en mètres. Dans les calculs, on utilise toujours les unités du système international. 7,8 fois 10 puissance 11 mètres. Voilà. Indiquer la meilleure situation pour observer Jupiter. Calculer alors la valeur de la distance Terre-Jupiter. On est sur la question 6. Question 6. Distance Terre-Jupiter. On va revenir sur le petit schéma. Quand vous voulez observer un astre, vaut mieux qu'il soit éclairé dans la même direction et dans le même sens que celui qui éclaire la Terre. Pourquoi? Parce que là, si vous regardez Jupiter, vous allez voir une grosse boule de lumière qui est le Soleil et qui va non seulement être dangereux pour l'observation ou pour vos yeux, et qui va complètement gêner l'observation de Jupiter. Donc là, ce n'est pas judicieux de se positionner en conjonction. Par contre, lorsqu'on est en opposition, la lumière vient éclairer Jupiter du Soleil, émise par le Soleil, et il devient observable depuis la Terre. Alors ici, il y a un petit regard un petit peu critique à porter sur le schéma, c'est que les échelles ne sont absolument pas respectées, ni en ce qui concerne les distances, ni en ce qui concerne les diamètres des astres étudiés, puisqu'on pourrait supposer, si c'était le cas, que le cône d'ombre généré par la Terre pourrait partiellement ou complètement occulter la planète Jupiter, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Donc là, du coup, il faut faire un petit peu attention à ça. Il faut avoir un petit regard critique sur les dimensions proposées. Donc là, à l'échelle, la Terre aurait la taille d'une tête d'épingle et ne gênerait absolument pas l'observation de Jupiter. Donc, la configuration choisie, c'est donc là l'opposition, en opposition. La distance Terre-Jupiter, donc celle-là, c'est la distance Soleil-Jupiter.
la grande, moins la distance Soleil-Terre, c'est-à-dire celle-là. Donc celle-là moins celle-là, on obtient bien celle-là. Donc il ne reste plus qu'à prendre les valeurs que l'on a converties. Ça fait 7,8 fois 10 puissance 11 mètres, moins 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. C'est-à-dire 6,3 fois 10 puissance 11 mètres. Alors ensuite, on nous dit si la grande tache rouge est devenue quasiment circulaire, de diamètre D égale 1,5 fois 10 puissance 4. D égale 1,5 fois 10 puissance 4 km. Donc du coup, converti, ça donne quoi? 1,5 fois 10 puissance 7 mètres. Le schéma de la figure 3 représente l'angle apparent θ de la grande tache rouge. Question 7. Calculez le diamètre apparent de la grande tache rouge vue à l'œil nu. Donc, question 7. On nous demande de calculer θ. Alors, sur le schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les angles étant petits, θ va être approximé encore une fois à sa tangente. Donc, θ est environ égal à tangente θ, qui est égale à D sur la distance d'observation, c'est-à-dire la distance Jupiter, Terre-Jupiter, on avait appelé Terre, Jupiter. Donc ça fait 1,5 10 puissance 7 divisé par 6,3 10 puissance 11. Alors, je crois que j'ai fait le calcul. Ça fait 2,4 10 puissance moins 5. Alors, encore une fois, on a la chance de pouvoir revenir sur notre hypothèse de travail, de calcul, à savoir que les angles sont petits, donc approximer l'angle à sa tangente. Là, on vient de calculer l'angle, il est en 10 puissance moins 5 radians, donc c'est vrai que c'est très très petit. Donc, l'hypothèse est justifiée, on a le droit de la faire, on peut approximer l'angle à sa tangente. Alors bien évidemment, c'est pas demandé, mais faut toujours avoir comme ça un regard critique sur ces hypothèses de travail. Question 8. On nous demande de... Question 8, je veux dire sur l'écran. On nous demande de calculer θ' avec le plus petit grossissement. Donc avec le plus petit grossissement, c'est-à-dire G1. Ah, c'est là que je vois que j'ai inversé les valeurs de G1 et de G2 tout à l'heure. C'est pas grave. G1, c'est le plus petit grossissement dans les hypothèses de travail au départ. Donc, on a G1 qui vaut 30, on a θ qui vaut 2,4 fois 10 puissance moins 5 radians, et on cherche θ'. Donc, comment on va répondre à cette question? On applique la définition du grossissement. Je sais que le grossissement G1 c'est égal à θ' sur θ, donc petite modification de la formule, θ' égale G1 fois θ. On fait l'application numérique, on multiplie par 30 les 2,4 et ça fait 7,2 10 puissance moins 4. Voilà.
Un œil humain ne peut pas distinguer deux points si l'angle apparent entre les deux est inférieur à 2,9 10 puissance moins 4. Donc θ' égale 7,2 fois 10 puissance moins 4 radians, qui est supérieur à 2,9 10 puissance moins 4 radians. Donc la question c'est de savoir si on pourra observer la tache rouge de Jupiter. La réponse est bien évidemment oui. Il faut comparer l'angle que l'on vient de trouver à l'angle 2,9 10 puissance moins 4 radians fourni dans le texte. Donc ça c'est tout simplement le pouvoir séparateur de l'œil. L'œil ne pourra observer, discerner deux points que s'ils sont séparés au minimum de cet angle-là. Nous, on obtient un angle en gros 2 fois et demi plus grand, donc la réponse est oui. On pourra observer la tache rouge de Jupiter, puisque θ' est supérieur à l'angle proposé qui s'appelle l'angle correspondant au pouvoir séparateur de l'œil. Donc dernière question, si quel est le phénomène optique susceptible de dégrader la visibilité de la grande tache rouge? Ben là on attend la réponse diffraction. C'est le phénomène de diffraction, puisque la lumière va pénétrer à l'intérieur de l'objectif, et cet objectif va pouvoir jouer le rôle d'objet diffractant par rapport à la lumière qui va entrer dans cet objectif. Voilà, donc le phénomène attendu, c'était le phénomène de diffraction. Voilà, en conclusion, donc c'était un exercice plutôt classique avec une partie de définition, la marge des rayons lumineux au travers d'une lunette astronomique. Donc là, le point important, c'est la formation d'images intermédiaires et comment est-ce qu'on va tracer les rayons qui vont émerger de l'oculaire à partir de cette image intermédiaire qui va servir d'objet par rapport à l'oculaire. Donc là, je pense que le plus simple, c'est de tracer le rayon non dévié passant par B1 et le centre optique de l'oculaire. Vous avez θ'. Il ne vous reste plus qu'à faire les rayons parallèles à cet angle-là pour tous les rayons que vous avez tracés précédemment. Bien comprendre que cette hypothèse de travail, l'objectif c'est de travailler dans les triangles rectangles, donc d'utiliser la tangente pour calculer l'angle, et que si vous en avez l'occasion, même si ce n'est pas demandé, de dire que les angles que l'on trouve sont en adéquation avec l'hypothèse que l'on a formulée, donc les angles sont bien très petits, on a bien le droit de faire cette hypothèse. Ça montre que vous maîtrisez bien les hypothèses de travail que vous avez effectuées. Voilà.